Mon propre fils m'a laissé enfermé dans ma chambre, sans mon téléphone, et c'est sa femme qui s'en est assurée. J'ai traversé bien des épreuves en 68 ans. J'ai survécu à un AVC à 65 ans, qui a chamboulé mon existence d'une façon à laquelle je m'habitue encore aujourd'hui. J'ai vu partir mon épouse Eleanor au printemps 2019, et j'ai continué d'avancer malgré tout. Je ne me suis jamais vu comme un homme facile à abattre, mais je veux vous raconter 2 journées d'octobre 2023 où je me suis retrouvé au sol dans ma propre chambre, à Mississauga, en Ontario, incapable de me redresser, incapable d'attraper mon téléphone, incapable de joindre qui que ce soit, pendant que mon fils, à 4 heures de route, prenait tranquillement son brunch avec sa femme. Et je vais vous expliquer comment on en est arrivé là, car rien de tout cela n'était le fruit du hasard. Bienvenue dans les récits de vengeance d'Éric. Laissez un commentaire et abonnez-vous. Vous allez adorer cette chaîne. Je m'appelle Gerald Whitmore, j'ai 68 ans. J'ai travaillé 34 ans comme ingénieur en génie civil pour la région de Peel, veillant à ce que l'eau s'écoule correctement et que les routes tiennent sous le poids de la circulation. Je suis à la retraite depuis 2021. Dans mon garage, mes clés dynamométriques sont classées par taille. Ma défunte femme Eleanor trouvait cela tantôt admirable, tantôt carrément excessif, selon son humeur du moment. Je ne suis pas homme à en faire trop. Je ne partage pas mon histoire pour susciter la pitié. Avant de poursuivre, dites-moi d'où vous me regardez en ce moment. Ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. Eleanor a été bibliothécaire dans un lycée pendant 27 ans. Elle avait cette qualité rare de se souvenir du prénom de chaque élève qu'elle avait aidé à dénicher un livre, ce qui peut sembler exagéré, mais qui ne l'était absolument pas. Elle avait une philosophie pour affronter les difficultés. Elle appelait ça « regarder plus loin ». Quand quelque chose n'allait pas, quand une personne la décevait, elle se taisait un moment puis disait « Je regarde plus loin sur ce coup-là ». Presque toujours, elle traversait l'épreuve avec plus d'élégance que la situation n'en méritait. Elle nous a quittés en mars 2019, un cancer du pancréas diagnostiqué en décembre, et disparu 3 mois plus tard à peine, une rapidité à laquelle je ne me suis jamais résigné. Mon AVC s'est survenu en avril 2021. J'étais dans ma cuisine, en train de préparer des œufs. J'ai voulu attraper le sel, et mon bras gauche a refusé de m'obéir. J'étais admis à l'hôpital dès 9h30, de retour chez moi 4 jours après. Mon neurologue, le docteur Anand Kapoor, m'a rassuré en me disant que l'attaque avait été légère. Mais il m'a prévenu que vivre seul dans une maison à étage représentait désormais un risque bien réel. À l'époque, mon fils Marcus avait 40 ans. Lui et sa femme Renata possédaient une maison de 4 chambres sur Hawthorne Glen Drive, à Mississauga, avec une pièce inoccupée au rez-de-chaussée. 3 jours après ma sortie d'hôpital, Marcus m'a appelé. « Papa, viens t'installer chez nous. » Je ne voulais pas accepter. J'avais passé 40 ans à être celui vers qui on se tournait en cas de besoin. Emménager sous le toit de mon fils me semblait une forme de capitulation. J'ai fini par dire oui malgré tout. Ce que j'ai constaté peu à peu, c'est comment mon fils se transformait dès que Renata entrait dans une pièce. Hors de la maison, je le reconnaissais pleinement. Il riait sans retenue, posait des questions sincères. Mais dès qu'elle apparaissait, quelque chose basculait. Il guettait son expression avant de répondre. Il atténuait des positions qu'il venait d'affirmer 30 secondes plus tôt. J'ai remarqué ce comportement, mais je n'ai rien dit. Ce n'était pas à moi d'intervenir. En octobre, elle avait déjà abordé le sujet plusieurs fois. À chaque occasion, je répétais à Marcus qu'un week-end ne posait aucun souci,
à condition d'avoir mon téléphone à portée de main, mes médicaments accessibles et quelqu'un pour passer une fois par jour. Rien de plus. Le jeudi précédant leur escapade à Collingwood, Marcus est venu me voir dans ma chambre. Il m'a annoncé leur départ vendredi après-midi, avec un retour prévu dimanche soir. Il m'a dit avoir prévenu notre voisin, Dennis Faubert, qui passerait samedi matin. Je lui ai posé la question directement. « Tu as appelé Dennis toi-même, ou c'est Renata qui s'en est chargée? » Il a affirmé l'avoir fait lui-même. C'était vrai. Ce qu'il ignorait, c'est que Renata avait envoyé un message à Dennis le vendredi matin, prétendant que j'étais épuisé et préférait ne recevoir personne. Dennis, toujours prévenant, avait répondu « Aucun problème ». Marcus n'a jamais vu cet échange. Je ne l'ai découvert que des semaines plus tard. Vendredi après-midi, dans ma chambre, j'ai entendu le bruit des roulettes de valises sur le parquet, la porte du garage qui s'ouvrait, la voiture qui reculait, puis le silence total. J'ai lu pendant 1 heure. À un moment, j'ai cherché mon téléphone, introuvable sur ma table de nuit. J'ai fouillé la salle de bain. J'ai vérifié la cuisine au moment du souper. Je me suis dit que je l'avais simplement égaré, que je le retrouverais le lendemain. Je suis allé dormir. À 3 heures du matin, une migraine familière m'a réveillé, celle qui annonce toujours un pic de tension. Ma systolique atteignait 171. J'ai pris mes médicaments et me suis recouché. Mon téléphone, lui, se trouvait sur une console dans le couloir de l'étage, devant la chambre d'amis. Renata l'avait déplacé le vendredi après-midi. Elle avait même pris soin de le brancher au chargeur mural. J'y ai souvent repensé, à ce détail précis. Elle avait pris la peine de le brancher. Le samedi matin, mon côté gauche refusait de coopérer, comme cela arrive quand la fatigue ou le stress s'accumulent. J'ai réussi à atteindre la cuisine, préparer du pain grillé et du thé, puis je me suis assise à contempler l'escalier que je ne pouvais raisonnablement pas affronter seul. Vers 15 heures, je me suis retrouvé étendu sur le sol de ma chambre. Pas une chute. J'étais descendu volontairement chercher un livre sous le lit, un petit geste pour me changer les idées face à l'inquiétude. Mais me relever s'est révélé impossible. J'ai tiré une couverture posée au pied du lit et calé mon dos contre le matelas. La télévision diffusait un son étouffé. Au loin, une tondeuse tournait chez le voisin. La nuit est tombée. Le sol restait dur. Vers minuit, ma hanche s'est manifestée avec insistance. L'écran est passé au parasite, hors de portée de la télécommande. Allongé dans l'obscurité, j'ai songé à tous ceux qui, à cet instant précis, se trouvaient eux aussi au sol, prisonniers d'une situation orchestrée par quelqu'un d'autre. C'est une forme de solitude bien particulière. Le dimanche matin, mon tensiomètre affichait 104/24 de systolique. Je suis resté immobile, respirant selon la méthode que m'avait enseignée le docteur Kapoor, en réfléchissant à la suite des événements. La suite, ce fut Clifford. Clifford osait, mon meilleur ami depuis 37 ans. Nous nous étions rencontrés sur un chantier à Brampton en 1987, le jour où il avait planté un piquet d'arpentage dans mon sac repas avant de s'excuser avec un flegme désarmant. Ce dimanche-là, Clifford a appelé à 9h03. Mon téléphone sonnait à l'étage, sur cette console du couloir, sans que personne ne réponde. Il a rappelé une seconde fois, puis il a tenté Marcus, messagerie vocale. Il a essayé le numéro de Renata, récupéré sur une carte de vœux vieille de 3 ans. Aucune réponse. Nouvelle tentative vers Marcus, encore la messagerie. 2 agents de police se sont présentés à 9h52. Ils ont frappé à l'avant, puis sur le côté de la maison.
Ils se sont rendus dans le jardin, où ma porte n'était pas verrouillée depuis vendredi soir. Ils ont toqué contre la vitre, puis l'ont ouverte. Je les ai entendus et j'ai murmuré quelque chose. Peut-être à l'aide, peut-être je suis ici. Le souvenir reste flou. L'un des deux s'est agenouillé près de moi et m'a posé quelques questions simples. Mon nom, la date du jour. Il m'a observé un instant avant de dire « Vous avez une sale mine ». J'ai répondu « Merci, Clifford ». Il a demandé « Vous avez besoin de quelque chose ?» J'ai répondu « De l'eau, ce serait merveilleux ». À 11h43, il a joint Marcus, qui a décroché avec la voix légère d'un homme sans aucun souci en tête. Clifford lui a annoncé que j'étais hospitalisé, retrouvé au sol par la police. Son téléphone restait 18 heures sur cette console à l'étage. Silence. Clifford a précisé. La table du couloir, devant la chambre d'amis, Marcus branché au mur. Nouveau silence. Puis Clifford a entendu Marcus murmurer un seul mot. Renata. Pas une interrogation, une conclusion. Ils ont pris la route en moins de 20 minutes. Renata a affirmé à Marcus qu'elle avait déplacé le téléphone par mégarde en rangeant. Elle l'a répété 2 fois. Une explication se dit une fois. La répéter, c'est jouer un rôle. Tout sur l'autoroute 26, au nord de Barrie, Marcus s'est arrêté sur l'accotement. Renata a prononcé son prénom une seule fois. Il n'a pas répondu. Il est demeuré immobile ainsi durant 11 minutes. Puis, il a redémarré. Il m'a confié tout cela 6 semaines plus tard, dans ma chambre d'hôpital, tenant une tasse de café qu'il avait cessé de boire depuis longtemps. Il m'a dit « Je suis parti en sachant que tu n'étais pas complètement rétabli. Je le voyais bien. Je suis parti quand même. Je n'ai pas prétendu que tout allait bien, parce que ce n'était pas le cas. » Je lui ai répondu « Je sais qui tu es, Marcus. Je le sais depuis que tu as 2 ans. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est si toi, tu le sais vraiment. » Le diagnostic médical a conclu à une déshydratation, une tension artérielle élevée, un effort physique considérable, mais aucun nouvel épisode neurologique. Je suis resté hospitalisé 4 jours. La travailleuse sociale de l'établissement, Patricia Hughes, a rédigé un signalement pour négligence envers une personne âgée. Aucune poursuite criminelle n'a été engagée. Les preuves d'intention restaient indirectes. Il existe néanmoins un dossier officiel, ainsi qu'un entretien tenu en novembre entre Marcus et une avocate spécialisée en droit familial, Deborah Strang, auquel je n'ai pas assisté, mais dont le dénouement est devenu évident dès décembre. Marcus et Renata se sont séparés en janvier 2024. De mon côté, j'avais déjà trouvé un logement de plein pied sur Queensway East, équipé d'un système d'alerte médicale et entouré de voisins habitués aux matinées difficiles. Marcus m'a aidé à emménager en avril. Nous avons partagé une pizza debout dans ma cuisine, vers 19 heures, et il a regardé autour de lui avant de dire « C'est bien ici, papa. » J'ai répondu « Oui, ça l'est. » Quelque chose de tendu entre nous s'est enfin détendu, juste un peu, mais suffisamment. Il m'appelle désormais tous les 2 ou 3 jours. La semaine dernière, nous avons discuté 40 minutes de sujets tout à fait anodins, et je suis resté près de la fenêtre longtemps après, pas encore prêt à laisser filer ce moment. Clifford vient dîner chez moi le premier mardi de chaque mois. Il apporte systématiquement une pâtisserie de la boulangerie ghanéenne de la rue Dundas, que je lui ai demandé à 3 reprises de ne plus m'apporter, parce que je finis toujours par tout manger et m'en veux ensuite. Il n'a jamais cessé. J'ai cessé de le lui demander. Le mois dernier, il m'a regardé depuis l'autre bout de ma table de cuisine et m'a annoncé qu'il n'allait certainement pas fondre en larmes un mardi soir,
comme dans un mauvais film. Je lui ai dit qu'il ne restait plus rien à manger. Il a rétorqué qu'il restait du pain. J'ai dit « Clifford ». Il a répondu « Je dis ça comme ça ». J'ai éclaté de rire, un rire authentique, venu d'un endroit que je croyais éteint depuis longtemps. Lui aussi riait. Cet homme qui, à 66 ans, avait traversé un stationnement en courant simplement parce que je ne répondais pas au téléphone, et pendant cet instant, la soirée nous a enveloppés d'une chaleur simple, ordinaire, parfaitement juste. Eleanor aurait dit de lui que c'était un homme bon. Et elle aurait eu entièrement raison.